Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du module 4, donc le module 4.1. On va parler aujourd'hui de la motivation, comprendre la motivation et l'influencer. On va donc, je vous explique rapidement le sommaire. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ce cours? Je vais vous expliquer un pourquoi. On va parler de la Self-Determination Theory, donc la théorie de l'autodétermination en français. On va voir ensemble les différentes grandes formes de motivation, les différentes sous-formes de motivation, et enfin on verra les 3 besoins psychologiques. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce cours? Pourquoi est-ce qu'on fait ce cours plutôt? Votre capacité à faire progresser vos clients dépendra de leur motivation à réaliser les actions demandées. Gardez ça en tête. Impacter positivement leur motivation à réaliser les bonnes actions sera donc un énorme enjeu en tant que coach. Si votre client n'est pas motivé à réaliser les actions nécessaires, qu'il n'y voit pas de sens, il n'aura pas de résultat, tout simplement parce qu'il ne réalisera pas les actions nécessaires. Et là, vous allez peut-être me dire, ou peut-être que certains d'entre vous le pensent, oui mais JR, il faut être discipliné. Oui, mais non. Si vous êtes discipliné, c'est que vous mettez un sens aux actions que vous faites. Vous ne ressentez pas tout le temps un élan de motivation, certes, mais vous êtes motivé à réaliser l'action. Sinon, l'action ne serait pas faite. Vous allez vite comprendre par rapport à ce que je vais vous montrer juste après. Si vous réalisez une action, peu importe laquelle, hein, que ce soit conduire, marcher, travailler, euh, faire de la musculation, dans notre contexte, vous y voyez un sens. Vous aimez la réaliser, cette action fait partie de votre identité, vous n'aimez pas la conséquence liée au fait de ne pas faire l'action. Le but en coaching, ce sera alors de emmener un sens à la mise en place de l'action entraînant des résultats, donc s'entraîner, non, vu que là on parle d'entraînement, faire apprécier sa mise en place, donc la mise en place de l'action, donc faire apprécier l'entraînement à vos clients, la faire progressivement devenir l'identité de votre client. Celui-ci deviendra alors discipliné, pas avant. Si votre client n'aime pas faire l'action, qu'il ne se sent pas appartenir, on va dire, à, l'identité liée au fait de faire l'action, c'est-à-dire, bah, là, aux gens s'entraînant en musculation et qu'il n'y voit pas de sens, il ne sera pas discipliné tout simplement parce qu'il n'aura pas envie de faire l'action. Et c'est pas une question de discipline de enfin, ou vous pour ceux d'entre vous qui, je sais pas, font que de la musculation, vous n'allez pas, faire du vélo. Vous n'allez pas peut-être que certains d'entre vous le font, mais vous n'allez pas, faire, de la course à pied et même si je vous dis: «Ouais, mais sois discipliné, fais-le», mais si vous n'y voyez pas de sens, vous ne le ferez pas. Donc si votre client ne voit pas de sens à faire de la musculation, il ne fera pas l'action. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Disclaimer cependant, nous ne sommes pas psychologues. Romain et moi ne sommes pas psychologues. Une énorme partie de ce cours se basera sur le concept de la Self-Determination Theory, donc la théorie de l'autodétermination, excuserez mon accent anglais, et sur nos expériences également personnelles. Nous n'affirmons pas que l'application de cette théorie fonctionne à 100% dans le cadre du coaching. Ce cours vous apportera des pistes de réflexion sur l'accompagnement de vos clients. Certaines études viennent tendre à penser que l'application de cette théorie dans le cadre d'une activité physique aurait des bénéfices sur l'adhésion cependant. Alors, on va voir du coup la fameuse théorie dont je vous parle, la Self-Determination Theory. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une théorie développée par les psychologues Richard, Ryan et Edward. Alors, j'ai toujours un doute, je ne sais pas si on dit Deci ou Deci, je crois que c'est Deci. Je m'excuserai si je prononce mal son nom. Donc, l'ASDT est une théorie motivationnelle de la personnalité, du développement et des processus sociaux qui examine comment les contextes sociaux et les différences individuelles facilitent différents types de motivation et prédisent à leur tour l'apprentissage, la performance, l'expérience et la santé psychologique. J'ai fait un copier-coller la définition, je vous cache pas, mais pour que vous ayez en tête, on va dire un petit peu l'introduction. En se basant sur cette théorie, nous verrons donc les 2 grandes formes de motivation amenées par cette théorie, les 6 formes de motivation qui en découlent, comment identifier dans quelle forme de motivation notre client se trouve, comment améliorer la qualité de la motivation, c'est-à-dire les formes de motivation, parce que bon, je vous spoil un petit peu, mais les formes de motivation ont plusieurs niveaux et en gros, plus vous êtes sur un niveau élevé de motivation, plus vous êtes du coup motivé, plus vous avez une qualité de motivation qui est du coup plus importante. Et c'est notre but, c'est du coup d'avoir une motivation, enfin que notre client ait une motivation extrêmement qualitative. Donc comment améliorer la qualité de motivation de notre client? À travers la réponse aux 3 besoins principaux, psychologiques identifiés par la SDT justement. Les différentes formes pardon de motivation. On a donc 2 grandes formes de motivation mises en avant par la SDT, donc la motivation extrinsèque, donc l'action est réalisée pour des raisons externes. L'action est faite car elle doit être faite. Exemple, gagner de l'argent et être considéré comme musclé par les autres, et cetera. Dans un contexte de coaching, le client prendra un suivi uniquement pour le résultat final. Il voudra juste être musclé, il n'y aura pas d'envie, on va dire, de faire réellement de la musculation.
Et la motivation intrinsèque, donc l'action est réalisée pour des raisons internes. Cette motivation induit un plaisir à réaliser la tâche. Il y a une valeur derrière la mise en place de l'action. Dans un contexte de coaching, les personnes voudront prendre un suivi, vous prendront un suivi, pardon, car elles aiment fondamentalement s'entraîner. On va voir maintenant les différentes sous-formes de motivation, de la moins qualitative à la plus qualitative. Donc on commence par la première qui est donc la motivation. Donc la personne qui, vis-à-vis de l'action, qui du coup ressent ce type de motivation, ne voit pas la valeur dans l'action à réaliser, ne pense pas qu'il peut le faire, n'est pas collaboratif car ne voit aucun intérêt à réaliser la tâche. Donc exemple, lorsqu'un exercice qu'un client n'apprécie pas est mis dans son programme et qu'il n'y a pas de justification du coach, la personne ne voit pas de raison à réaliser l'action et du coup n'est pas du tout motivé à réaliser l'action. La deuxième forme de motivation, qui commence à être un tout petit peu plus qualitative, est la motivation extrinsèque, régulation externe. Donc c'est les noms, hein, des motivations que j'ai traduits. Donc la personne fait la tâche pour obtenir une récompense externe ou éviter une punition. Donc peut fonctionner durant un temps, un coaching par exemple, durant un coaching, de par le fait qu'il y a des comptes à rendre, mais ne répondra pas à son besoin d'autonomie. On va y revenir après vis-à-vis des besoins. C'est voué à l'échec sur le long terme. Donc exemple, la personne va à la salle par obligation dû au fait qu'elle vous paye un coaching. Mais à la fin du coaching, quand il y aura plus le paiement qui sera fait chaque mois, la personne n'aura pas du coup, de motivation à aller à la salle, tout simplement car ses besoins n'auront pas été répondus et qu'elle est restée sur une forme de motivation qui est du coup régulée par simplement vous-même en réalité, vous en tant que coach. Motivation extrinsèque, donc régulation introjectée, donc la personne fait la tâche car se sent obligée de la faire pour être approuvée par les autres ou par soi-même, pour se prouver qu'il est aussi bon que les autres, pour éviter le sentiment de culpabilité ou de honte de ne pas faire l'action. Donc exemple, veut faire un exercice pour aligner ses performances avec ses amis ou va à la salle pour ne pas décevoir son coach. Donc là, on voit encore qu'on est sur un type de motivation qui est régulée par des choses, je vais dire assez bizarres, mais en tout cas des choses qui sont, on va dire, pas très sains et qui sont potentiellement voit l'échec sur le long terme pour maintenir justement la mise en place de l'action. À partir de là, donc on va voir les autres types de motivation, nous arrivons sur des formes de motivation plus qualitatives. Donc c'est les formes de motivation qu'on cherche, nous, à avoir auprès de nos clients en tant que coach. On verra plus tard comment du coup les amener. Motivation extrinsèque, régulation identifiée. Donc la personne comprend le but derrière l'action, comprend pourquoi celle-ci est importante, mais ne prend pas de plaisir à la réaliser. Mais elle la réalise quand même parce qu'elle comprend que c'est important. Donc exemple, le client comprend que c'est important de s'entraîner proche de l'échec pour progresser, mais ne prend pas de plaisir à le faire pour autant. Mais pourtant, il le fait quand même parce qu'il sait que c'est important. Motivation extrinsèque, régulation intégrée, la personne s'identifie à l'action, la réalisation de cette action match avec la vision qu'a la personne d'elle-même, donc son identité. Donc exemple, votre client va à la salle car il s'identifie comme un bodybuilder, la pratique fait partie de lui, donc il est automatiquement, à ce moment-là, justement, beaucoup plus discipliné, comme on l'entend, malgré le fait qu'il n'a pas forcément envie d'y aller, vu qu'il s'identifie comme un bodybuilder. Donc en fait, c'est là où on arrive sur cette forme de discipline, justement, où en réalité, le fait de réaliser l'action n'est plus simplement lié à l'envie, de l'instant T, parce que justement la personne s'identifie tellement au fait de faire l'action que ça nuirait à son image personnelle de ne pas aller à la salle de sport. Et enfin, la dernière forme de motivation qui est du coup la motivation la plus qualitative, la motivation donc intrinsèque. La forme de motivation, c'est clairement la plus qualitative, celle que l'on cherche à favoriser chez nos clients ou qu'on cherche à tendre vers nos clients. La personne fait l'action car elle l'intéresse, elle aime réellement faire l'action, cette action lui apporte une satisfaction lors de sa réalisation. Donc exemple, le client va à la salle car il aime s'entraîner, battre ses performances, aller à l'échec ou aller RIR 0, etc. Donc il aime réellement réaliser l'action. On va voir maintenant les 3 besoins psychologiques. Donc ça nous vient du coup de la Self-Determination Theory, comme je l'ai dit juste avant, qui part du principe que nous avons 3 besoins psychologiques innés. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de relation. Donc on va voir que pour le besoin d'autonomie, donc le besoin d'autonomie, c'est donc le besoin de ressentir le sentiment de faire nos propres choix et de ne pas être forcé à faire quelque chose que nous n'aimons pas. Concrètement, le client aura besoin de ressentir qu'il a un certain contrôle sur les choix dans le coaching. Comment favoriser le besoin d'autonomie dans le coaching? Déjà, éviter le langage directif plutôt, proposer plutôt que imposer, explorer à travers la communication l'ensemble des choix possibles. Quel choix te conviendrait entre le mieux, enfin, te conviendrait le mieux, pardon, entre le X et X. Ne pas le faire sur chaque changement, mais ceux qui peuvent avoir un impact sur sa motivation. Donc par exemple le changement d'exo, l'allongement, raccourcissement des séances, focus sur certains groupes musculaires, etc. Donc c'est important que vous ayez en tête ça lorsque vous coachez, parce que beaucoup de coachs
aiment, enfin du moins aiment, je sais pas s'ils aiment, mais en tout cas ont en tête d'imposer leur choix auprès de leurs clients parce que pour eux, c'est eux les coachs, donc automatiquement, c'est eux qui ont la connaissance, donc ils font faire leurs clients, point barre. Mais ça, en mettant en place ce genre d'action, alors si vous mettez en place ce genre de langage directif sur des gens qui sont du coup dans ce type de motivation. Bah, en soi, ça posera pas de problème parce que la personne est peut-être motivée juste à progresser, à réaliser les actions, dans s'entraîner. Donc peu importe ce que vous lui fassiez faire, ce que vous lui faites faire plutôt, elle le fera et elle sera du coup complètement ok avec le fait de faire ça, même si elle a pas choisi elle-même les exercices ou même si elle n'a pas été dans la boucle du choix. Mais si la personne est dans ce type de motivation, celui-ci, même ces trois-là, et bah automatiquement ça favorisera pas son besoin qui justement lui permettra peut-être de, du par le fait qu'elle aura son besoin d'autonomie qui sera du coup favorisé de par le fait que vous l'incluez dans la boucle, elle pourra tranquillement, petit à petit, s'identifier en tant que bodybuilder. Alors, je parle du contexte bodybuilder, mais en tout cas en tant que pratiquant de salle de sport, parce que c'est toute une forme d'identité en réalité, hein, le fait d'aller à la salle de sport. Et vous le voyez, prenez du recul un petit peu sur votre pratique ou prenez du recul sur vous-même ou sur vos clients ou ce que vous observez à la salle de sport. Les gens qui sont réellement disciplinés ou du moins qui viennent tout le temps à la salle de sport, ça fait partie d'eux-mêmes, ça fait partie de leur identité. Et vous voyez comment ils parlent, généralement comment ils s'agissent et comment ils parlent d'eux-mêmes. Souvent, ils s'identifient vraiment comme des sportifs, ce qui est globalement normal en réalité. Donc vous, votre travail, ça va justement être de favoriser ce besoin justement d'autonomie pour justement que la personne puisse tranquillement aller vers ce type de forme de motivation, qui est du coup une forme de motivation qualitative, plutôt qu'une forme de motivation qui va juste être régulée par vous-même en réalité en tant que coach. Donc éviter le langage directif, proposer plutôt qu'imposer, donc vraiment essayer de lorsque alors je vous dis pas de mettre la personne dans la boucle de la programmation, de faire tous vos choix de programmation avec votre client, mais lorsque vous faites des changements d'exercice, par exemple, hésitez pas à dire à votre client: «Bah, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères faire un RDL à la barre ou un RDL aux haltères?» C'est con, mais c'est des choix juste qui peuvent, bah, rendre votre client autonome, qui lui font se sentir important et qui le font se sentir reconnu, on va y revenir après, c'est également un des besoins d'une certaine façon, et qui lui permettent justement d'avoir des très bons résultats plus tard parce que justement, il va maintenir au plan, parce qu'il l'aura décidé d'une certaine façon, d'accord? Donc gardez ça en tête. Pareil pour, si votre client a par exemple moins de temps à la salle de sport, parce que, X chose s'est passé dans sa vie, même chose, mettez-le dans la boucle du choix à réaliser, lorsque vous faites des modifications de programme. Si, il a moins de temps à la salle de sport, OK, est-ce que tu préfères que je raccourcisse le nombre de séries? Est-ce que tu préfères qu'on mette plus de séries par exercice et du coup moins d'exercices pour que tu aies moins de setup à refaire? Est-ce que tu préfères qu'on mette des techniques d'identification? Mettez-lui en avant toutes les options envisageables, qui sont tous des options qui sont OK en réalité, et choisissez avec lui, d'accord? Ça vous prend certes plus de temps, mais vous aurez au final beaucoup mieux, bah, de meilleurs résultats si vous bien sûr, il n'y a pas que ça à mettre en place, mais c'est une chose en plus qui permet d'améliorer la motivation de vos clients et qui permettra du coup à votre client d'avoir de meilleurs résultats, tout simplement, qui arrive à se maintenir sur le plan. Donc, comprendre ce qui est important pour vos clients et expliquer le processus également qui leur permettra d'atteindre cet objectif-là. Cela peut leur faire passer un stade de motivation et favoriser leur autonomie. Exemple de questions à vous poser à vos clients: est-ce que ça te va si j'augmente le volume sur ce groupe musculaire? Est-ce que tu préfères te concentrer sur ce groupe musculaire ou celui-ci durant cette phase? Est-ce que, là, imaginons, la personne n'a pas un retard précis au niveau du bas du corps, elle a autant de quads, autant d'ischio, autant de fessiers voilà, que chacun. Donc là, ce que vous pouvez lui dire: «OK, on peut faire un focus un peu sur le bas du corps. Est-ce que tu préfères que je cible les ischios ou les fessiers ou les quadriceps?» Très simple comme question. Et vous, ça vous engage en rien, enfin, c'est pas que ça vous engage en rien, mais en tout cas, ça ne nuit pas à votre coaching. Simplement, la personne, du coup, sera dans la boucle, justement, du choix. Elle aura bien plus envie de faire son programme si elle a elle-même décidé des groupes musculaires qu'elle souhaitait cibler, plutôt que c'est vous qui lui imposez. Et même chose, demandez-lui si vous faites un changement de programmation ou un changement de choix d'exercice ou peu importe, qu'est-ce que tu penses de ce changement? Ça ne coûte rien et vous, certes, ça vous fait perdre du temps sur l'instant T, mais je vous rappelle que votre travail, c'est d'avoir des résultats positifs avec vos clients, que vos clients également, puissent maintenir après même votre coaching, ces, différentes actions qu'ils auraient pu mettre en place, donc c'est-à-dire, bah, juste s'entraîner. Donc si vous n'optez pas pour ce type de coaching ou du moins un coaching qui est un petit peu plus qualitatif en essayant d'inclure votre client dans les différents choix et du coup de favoriser ses différents besoins, et bien derrière votre client peut-être, je dis bien peut-être, ne tiendra pas à la suite du coaching après vous. Donc c'est important d'avoir ça en tête, hein, quand vous coachez.
Ce n'est pas parce que le client se sent plus autonome, c'est important que j'en parle, ce n'est pas parce que le client se sent plus autonome qu'il partira du coaching. Je vois déjà des coachs qui peuvent flipper par rapport à ça. Il aura certainement toujours besoin d'un guide, justement, d'un regard extérieur. C'est pour ça qu'il y a des gens, enfin, c'est pour ça qu'il y a plein de coachs qui ont des coachs. Je coach Romain. Romain s'y connaît très bien en musculation, vraiment. Donc, dans ce contexte-là, c'est pas pour ça qu'il a pas besoin de quelqu'un pour se faire accompagner. J'ai moi-même eu des coachs. Je suis moi-même coaché par Romain également. J'ai plein de coachs en coaching. Romain a plein de coachs en coaching. Et c'est des gens qui s'y connaissent, c'est des gens qui programment, et c'est pourtant des gens qui ont toujours besoin d'un guide. Donc gardez ça en tête, d'accord? Donner plus de connaissances et donner plus d'autonomie à votre client ne lui donnera pas envie de partir. Donc il sera également un meilleur client, entre guillemets, de par sa motivation plus qualitative, il aura certainement de meilleurs résultats finaux. Conclusion, améliorez votre communication, améliorer EZ, pardon. Soyez moins directif et davantage dans la collaboration avec vos clients. Gardez ça en tête. On va maintenant parler du besoin de compétences. Alors, le besoin de compétences, c'est le besoin de ressentir que nous avons les compétences requises pour réaliser les actions demandées, ou que nous nous améliorons à la tâche demandée, ou que nous sentons que nous sommes capables d'être meilleurs dans la tâche demandée, et de ne pas être confrontés à des tâches que nous ne comprenons pas du tout. Donc, comment favoriser justement ce besoin de compétences en coaching si le client sent qu'il ne progresse pas du tout en charge, en exécution, etc. Ça ne favorise pas l'amélioration de sa motivation. Il doit sentir qu'il s'améliore, pardon. Vous devez donc, vous en tant que coach, vous lui mettre en avant qu'il s'améliore. Bien sûr, il faut que ce soit vrai, mais d'une certaine façon, il y a toujours de l'amélioration. Donc, mettre régulièrement en avant les progrès dans les débriefs de vidéos d'entraînement, dans les bilans, même des progrès minimes doivent être soulignés. Une meilleure proximité à l'échec, un meilleur contrôle de l'excentrique, etc. Tous ces petits progrès-là doivent être mis en avant. Si vous vous contentez de simplement mettre en avant les choses négatives dans votre coaching, ce qui doit être mis en avant, je dis pas de pas le faire, mais si vous vous contentez de simplement mettre en avant les problèmes d'exécution ou les choses que votre client ne réalise pas ou mal, votre client ne sera pas motivé parce qu'il aura l'impression de mal faire. Et ce qui peut être le cas en réalité, mais mettez en avant justement les choses qu'il réalise correctement pour justement favoriser son besoin de compétence et qu'il se sente de plus en plus motivé à réaliser l'action. S'il est compétent, s'il se sent compétent dans l'action, il va petit à petit s'identifier à l'action, s'identifier comme pratiquant de musculation, ce qui n'est peut-être pas le cas à l'instant T. Donc, ce qui justement peut avoir des conséquences sur d'autres actions qu'il réalise actuellement pas correctement, mais si vous lui mettez en avant qu'il réalise des actions correctement, ça peut lui amener comme conséquence de mieux réaliser les autres actions. Donc, bien sûr, il faut corriger ce qui ne va pas, mais ne pas se concentrer uniquement sur ça. L'amélioration de la motivation égale une meilleure implication égale de meilleurs résultats. Gardez ça en tête. En corrigeant trop vos clients, vous nuisez à sa capacité à s'améliorer. Le client perdra confiance en lui. Il se sentira incompétent. Corriger moins ou se concentrer sur ce qui est positif aura souvent de meilleures conséquences. Même lorsque vous corrigez des vidéos d'exécution, alors je crois que Romain a fait un module dessus, enfin c'est pas je crois, il a fait un module dessus, mais je ne sais pas s'il en parle précisément de ça, mais c'est important d'avoir en tête de pas forcément tout le temps tout corriger. Ça peut être des fois intéressant de passer quelquefois certaines erreurs que votre client fait, de ne pas forcément tout corriger à 100 pour justement lui faire comprendre et de mettre en avant bien sûr les choses qu'il fait bien, bien sûr, mais déjà pour pas mettre en avant qu'il y a 1000 trucs qui vont pas sur son squat par exemple, ou son pattern de squat, et de peut-être corriger déjà une chose pour déjà juste aussi, lui permettre de retenir l'information, que c'est pareil, bon ça Romain pour le coup je pense qu'on en parlera dans son module, mais lui permettre justement d'avoir que 1 ou 2 informations à corriger pour qu'il puisse l'appliquer et ensuite revoir d'autres choses, ça c'est une chose. Mais également du coup, lui permettre de pas se sentir, nul quoi, de pas se sentir, incompétent. Parce que si vous lui faites corriger toutes les choses de son squat et qu'il y a plein de trucs qui vont pas, déjà il va pas s'en rappeler et en plus il va se sentir incompétent et si derrière vous ne lui mettez pas en avant qu'il y a des trucs qu'il a bien fait, bah, derrière il va vraiment pas se sentir compétent et du coup ça va lui faire rester dans son niveau de motivation basse et derrière il ne montera pas du coup les niveaux de motivation, ce qui lui amènerait à être encore plus compétent. Parce que plus il se sentira compétent, plus il se sentira motivé et plus il se sentira motivé, plus il aura envie réellement de réaliser les bonnes actions et même au niveau des mouvements, ça se trouve s'il se sentira du coup, intrinsèquement motivé ou même au-delà de ça, extrinsèquement motivé, mais via des niveaux de motivation un petit peu plus élevés et bah, derrière automatiquement, il va peut-être du coup peut-être se renseigner sur des mouvements et du coup peut-être mettre plus d'intention dans le fait de bien réaliser les mouvements. Donc tout est lié, gardez bien ça en tête. Donc, clarifier ce qui est censé se passer également après une modification. Là, c'est important, d'avoir ça en tête, clarifier ce que l'on attend d'un nouveau programme, d'une augmentation de volume sur un groupe, d'un nouvel exercice. Si vous dites à votre client
que, ce changement de programme est du coup lié et du coup pour, qu'il rattrape son point faible quadriceps, par exemple. Et que celui-ci s'imagine déjà avoir des quadriceps, énormes, alors qu'en fait, il a des petits quadriceps. Et que du coup, bah, il s'imagine déjà que ça va amener cette conséquence-là et qu'au bout de 6 mois, c'est pas le cas. Et bah, ça peut nuire à son besoin de compétence et du coup nuire à son niveau de motivation parce qu'il va se sentir incompétent et parce que du coup, il va pas se dire qu'il est, bah, oui, qu'il est compétent et du coup, il va pas se sentir encore plus motivé. Donc, lorsque vous faites une modification de programme ou lorsque vous, créez un programme ou lorsque vous, planifiez une roadmap, que sais-je, par rapport à la progression, mettez en avant ce que votre client est censé obtenir comme résultat. Alors, vous n'êtes pas devin, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer, mais mettez en avant peut-être juste ce qui peut potentiellement se passer en termes de résultats, en termes de visuel, pour qu'ils comprennent qu'il va pas devenir instantanément énorme, en gros. Et beaucoup de clients le pensent, hein, rappelez-vous, lorsque vous avez sûrement commencé la musculation, je pense que vous estimiez déjà que 1 an après, vous allez déjà être un bodybuilder ou une bodybuildeuse, ou avoir les groupes musculaires que vous estimiez vouloir avoir, comme, votre influenceur préféré. Donc gardez ça en tête, d'accord? Vos clients ne sont rien de plus que vous-même il y a quelques années, qui n'aviez pas forcément de connaissances et ça peut nuire à votre motivation si vous ne voyez pas les résultats escomptés. Donc exemple, le client peut s'attendre à une énorme évolution à la suite d'une modification, ne pas avoir les résultats attendus, et du coup ça peut baisser la qualité de sa motivation. Donc ne pas vendre du rêve bêtement, d'accord? Dites les vraies choses. Dépendant de comment fonctionne votre client, bien sûr, certains sont drivés par le rêve justement, mais restez honnête. N'allez pas dire qu'il va devenir pro s'il vient à peine de commencer la musculation, d'accord? Conclusion sur le besoin de compétences. Communiquer avec le client, c'est sûrement le point le plus important. Identifier avec lui les obstacles qui l'empêchent d'être compétent sur une action, identifier ensemble les différents choix qui s'offrent à nous et choisir ensemble quoi mettre en place. Ça favorisera également le besoin d'autonomie, vu que vous l'incluez dans la boucle. On va voir maintenant le besoin et le dernier besoin de relation. Le besoin de relation, c'est le besoin de se sentir appartenir à quelque chose, d'être nécessaire. Besoin de ne pas se sentir inutile, besoin d'être reconnu. Comment favoriser le besoin de relation en coaching? Cultiver déjà une bonne relation avec le client, c'est sûrement le point le plus important. Être bienveillant en toutes circonstances. Le client sentira qu'il n'est pas jugé et saura que vous serez présent même s'il ne réussit pas. Reconnaître les sentiments du client, son stress, ses doutes. Reconnaître ne veut pas dire encourager. Essayez de trouver des solutions pour qu'il ne les ressente plus aussi intensément. Créer un sentiment d'appartenance à votre team de coaching également, ça peut aider à se sentir justement drivé par quelque chose de plus grand que soi. Donc n'hésitez pas, bon là ça va du coup, on va du coup un petit peu sur la partie business, mais n'hésitez pas à créer, on va dire, un sentiment d'appartenance via justement plusieurs choses. Déjà créer peut-être une marque avec votre coaching. Moi par exemple c'est la team Gerbody qui va du coup être bientôt un autre nom, donc je sais pas si d'ailleurs à la sortie de cette formation ce sera le cas. Ça se trouve ce sera sûrement un autre nom à ce moment-là parce que je vais changer ma brain. Bref, mais voilà, il y a quand même un sentiment d'appartenance via le nom de ma team. J'ai créé un groupe WhatsApp, Romain a fait de même, et dans ce groupe WhatsApp là, on met régulièrement en avant les avant-après, on met régulièrement en avant des messages motivants, on met régulièrement en avant 2-3 petites choses, etc. Même des vidéos des fois éducatives quelquefois. Donc c'est des choses qui peuvent justement permettre à vos clients de se sentir reconnus, de se sentir appartenir justement à un groupe, le fameux groupe dont je vous parlais, le groupe, le niveau de motivation qui est du coup associé au sentiment d'appartenance. Et typiquement, c'est favorisé par tout ça, d'accord? Donc gardez ça en tête. Favoriser ses besoins ne veut pas dire que vous ne devez jamais remettre en question vos clients. Rappelez à votre client ses objectifs, demandez-lui s'il a encore les mêmes, soulignez l'incohérence entre ses actions et son discours également. Certains auront besoin d'un discours dur qui les remet sur les rails. Vous pouvez le faire en restant bienveillant, inutile d'être un con. Ça, c'est important de souligner. C'est pas parce que vous remettez en question vos clients et que vous lui rappelez ses objectifs que, vous devez agir comme un connard lorsque vous lui parlez, que vous devez, lui parler, mal, d'accord? Vous pouvez juste, lui parler de façon normale, lui dire: «Bah, écoute là, tu me dis certes que tu veux perdre du poids», bon, on va parler de nutrition maintenant, mais tu me dis certes que tu veux perdre du poids, mais tu vois que là, au niveau de l'alimentation, bah, il y a pas mal de choses qui sont faites qui sont pas cohérentes par rapport à ce que tu me dis. Donc là, si tu continues dans ce chemin-là, tu vas clairement atteindre cet objectif-là. Enfin, pas cet objectif, mais tu vas clairement atteindre ce résultat-là, c'est-à-dire prendre du poids ou pas en perdre. Donc, si tu veux perdre du poids, il faut que tu continues dans ce chemin-là plutôt. Donc, mettez en avant toutes les options. Rappelez-vous, vous vous adressez à des adultes. Vous ne devez pas leur parler comme des enfants. C'est important d'avoir ça en tête, hein. Vous ne devez pas les gronder. C'est pas le rôle d'un coach. Le rôle de votre coach, enfin de vous en tant que coach plutôt, c'est, de simplement mettre en avant les conséquences de chaque action, de guider vers les actions, pas de,
pas de mettre en avant des choses, pas du moins de mal parler à vos clients comme si vous étiez, ses parents, d'accord? Heu, oubliez cette façon de faire. Je sais que c'est des choses qui peuvent des fois se faire dans le coaching, ou du moins une pédagogie assez particulière que je vois des fois ou que j'entends des fois dans le coaching, mais c'est pas censé être le cas, d'accord? Vous vous adressez à des adultes, normalement. Pourquoi favoriser ses besoins? Bon, de toute façon, vous l'avez globalement compris depuis, mais plus ces besoins seront satisfaits durant une action, plus la motivation sera de qualité. Elle tendra donc davantage vers la motivation intrinsèque que vers la motivation. Donc là, vous voyez, là, c'est un peu, j'ai retracé du coup une grille à motivation, régulation externe, régulation introjectée, régulation identifiée, régulation intégrée et enfin intrinsèque. On peut très bien assez rapidement passer du niveau de à motivation à si on répond à ces différents besoins, autonomie, compétences, relations, à boum, régulation identifiée ou régulation intégrée ou même motivation intrinsèque qui est du coup directement liée au fait d'apprécier l'action. Et ça, s'imaginons concrètement, votre client se sent appartenir à quelque chose de plus grand, se sent appartenir du coup à la team de coach que vous avez créée, enfin du moins pas la team de coach, mais la team que vous avez créée vis-à-vis de votre coaching, qu'il a une bonne relation avec vous, que vous l'incluez dans sa boucle vis-à-vis des différents choix. Il se sent du coup autonome parce qu'il prend des choix également. D'ailleurs, vous continuez à lui corriger bien sûr des exécutions, mais que vous lui mettez en avant les choses qu'il réalise correctement, eh bien, ça peut assez rapidement lui faire passer d'une action qu'il n'a pas envie de réaliser à une action qu'il aime réaliser, ou du moins à une action où il se sent impliqué dedans. Et du coup, il se sent beaucoup plus motivé et il se maintient sur le long terme. D'accord? Dernier point. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme disait Spider-Man. Vos clients vous estiment. Votre parole a souvent une valeur à leurs yeux. Faites donc attention à ce que vous dites et la façon dont vous le dites, ainsi qu'à qui vous le dites. Tous vos clients ne doivent pas être abordés de la même façon. Vous avez le pouvoir de rendre un client heureux par vos paroles, mais également l'inverse. Donc pesez bien vos mots. Une bonne parole d'un coach peut rendre la journée de votre client super bien, et au contraire, une mauvaise parole, une parole un peu trop dure à quelqu'un qui est globalement peut-être plus fragile qu'une autre personne, heu, fera faire rendra, négatif sa journée. Donc gardez ça en tête lorsque vous coachez, essayez vraiment de jauger vos clients. Par précaution, soyez toujours, très, très soft lorsque vous parlez avec vos clients. Une fois vous commencez à les connaître et si vous savez, vous estimez que vos clients fonctionnent bien par justement le fait d'être peut-être un peu dur dans ses paroles ou quoi, vous pouvez a aller sur ce terrain-là, mais ne le faites pas par défaut, d'accord? Oubliez pas que vos paroles ont vraiment une valeur souvent, aux yeux de vos clients. S'ils vous choisissent vous en tant que coach, c'est qu'ils vous estiment. C'est pas pour rien, il y a plein de coachs sur le marché. Donc c'est que potentiellement vos paroles ont vraiment une valeur, une grosse valeur à leurs yeux. Une grande valeur plutôt à leurs yeux. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce module vous aura plu. Honnêtement, j'ai vraiment très apprécié, de créer ce module et même de le tourner en réalité. Je pense que c'est un des modules sûrement les plus importants de cette formation, pardon. Je pense que c'est un des modules qui peut potentiellement avoir le plus d'impact, dans votre propre service de coaching, au-delà des connaissances qu'on peut vous apporter bien sûr pratiques, vis-à-vis de la programmation qui est sûrement même le cœur même de cette formation. Mais si vous appliquez les conseils que je viens de vous donner durant ce module, que vous compreniez déjà, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui les appliquent sans forcément les avoir conscientisés ou les avoir théorisés. Mais si vous les appliquez en les ayant théorisés, ou du moins en les ayant conscientisés, ça peut avoir des conséquences très positives sur les résultats que vous aurez avec vos clients. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, on se parle très vite.